comme la respiration de la vie. La respiration qui se précipite ou ralentit devient régulière ou spasmodique, suivant la tension de l'être, le degré et la qualité de l'émotion. Tel est le rythme primitivement, dans sa pureté. Tel il est dans les chefs-d'œuvre de l'art nègre, particulièrement de la sculpture. Il est fait d'un thème, forme sculpturale, qui s'oppose à un thème frère, comme l'inspiration à l'expiration, et qui se reprend. Ce n'est pas la symétrie qui engendre la monotonie, le rythme est vivant, il est libre. Car reprise n'est pas redite, ni répétition. Le thème est repris à une autre place, sur un autre plan, dans une autre combinaison, dans une variation. Et il donne une autre intonation, un autre timbre, un autre accent. Et l'effet d'ensemble en est intensifié non sans nuance. C'est ainsi que le rythme agit sur ce qu'il y a de moins intellectuel en nous, despotiquement, pour nous faire pénétrer dans la spiritualité de l'objet. Et cette attitude d'abandon qui est nôtre est elle-même rythmique. Mais à la façon qu'a le langage d'être ce qui est. C'est-à-dire d'une forme comme si on brisait la séparation entre les mots d'un côté et le monde de l'autre. Dire, parler, c'est déjà faire, c'est déjà être, ce qui du coup repose à nouveau frais la question de la teneur philosophique d'une tradition orale. Mais oui, parce que les langues elles-mêmes, d'une certaine façon, portent une philosophie. Quand Senghor parle de la différence qu'il y a entre les grammaires indo-européennes, comme il les appelle, et les grammaires qu'il faut encore constituer, qui sont toujours en voie de constitution, des langues africaines. Il a bien le sentiment, puisqu'il est lui-même grammairien, il voit bien en quoi les catégories pour dire une langue, pour décrire une langue et pour décrire la manière dont cette langue rapporte l'humain, le locuteur, au monde. En cette langue est une vision, une manière également de lire et de voir le monde. Il a bien le sentiment de l'effet de résistance. Et on a ce phénomène tout à fait intéressant que décrivait d'ailleurs le poète allemand Goethe lorsqu'il disait qu'on ne connaît rien à sa propre langue si on n'en parle pas une autre. On a tellement lu, je pense donc je suis, enfin quand quelqu'un connaît une seule proposition philosophique, c'est probablement celle-là, qu'on a l'impression que ça va complètement de soi. Et on ne se rend même plus compte que ce qui fait la possibilité de cette formule, c'est le fait de pouvoir prendre le verbe « être » au sens absolu. Dire « je suis », il y a des langues où ça n'a pas de sens. Il y a des langues où on demandait « oui, mais je suis quoi ?» D'accord ? Et cet usage totalement intransitif du verbe « être » repose sur les possibilités grammaticales qui sont offertes par les langues où la copule « être » est utilisée de la manière dont elle est utilisée en français en particulier, dans les langues indo-européennes en général. Et donc, le phénomène de traduction dans une langue radicalement autre nous enseignera quelque chose du fait que dire « je suis », cela ne va pas de soi. Je ne suis pas d'accord avec Kagame sur un point, c'est qu'au bout du compte, une langue trouve toujours la ressource pour traduire. On peut le traduire même s'il s'agit d'une langue où la copule « être » n'a pas les mêmes fonctions ni les mêmes modalités que dans les langues indo-européennes, mais il a un point là. Quelque chose dans le propos de Kagame vient détruire son propre relativisme. Il a envisagé et évoqué, mais très rapidement en passant, l'exception que constitue Bergson. Il dit, voici comment dans les langues et les cultures africaines on pense la relation entre le temps et le lieu, voici comment autrement, radicalement autrement, on le pense dans l'Europe. Ah, il est vrai qu'il y a Bergson qui a essayé d'aller contre cette pente naturelle de l'européanité et des langues européennes. Mais justement, moi, ça m'intéresse que Bergson, de l'intérieur d'une culture dont Kagame dit qu'elle pense ainsi le temps et le lieu, ait décidé de penser autrement. Ça veut dire donc que les langues ne nous enferment pas. L'idée que les langues sont porteuses d'une philosophie ne signifie pas que les langues nous enferment dans des manières de penser. Nous pouvons toujours penser contre les manières de dire de la langue. Et c'est cela précisément la force du bergsonisme. Et quand Bergson dit que notre langue est constituée par notre approche purement analytique, intellectuelle du monde, et que lorsque nous voulons tenir le langage de l'intuition, précisément nous avons des problèmes parce que nous essayons de faire dire l'intuition à un outil qui, par définition, lui est absolument étranger. Mais, dit Bergson, il y a toujours des moyens de tordre la langue, en quelque sorte, de lui faire dire autre chose, de dépasser ses propres limitations par la métaphore,
par ce que l'on pourrait appeler un usage poétique du langage. Et ça, c'est une leçon formidable et un contre-argument à présenter à Alexis Kagame. Il faut toujours refuser le relativisme et l'enfermement dans le particulier, le spécifique ou dans l'essence et donner leur chance aux devenirs historiques. Et une des formes de devenir historique, c'est la traduction, cette manière de naviguer entre des langues, entre des cultures. Et encore une fois, c'est la leçon de Goethe. Il faut parler plusieurs langues et ne pas être américain. Revenir à ce postulat premier, que exister ou être, c'est être une force. C'est dire qu'on est en tant que l'on est en mouvement, en tant qu'on est en train de bouger. Et me vient à l'esprit un vers d'un poète philosophe que j'aime beaucoup, qui est l'Indien Mohammed Iqbal. Il donne l'exemple de la vague. Une vague n'existe que lorsqu'elle est en mouvement. Quand elle n'est plus en mouvement, par définition, elle n'existe plus. Elle est sculptée par son mouvement, entretenue par son mouvement, et l'immobilité pour une vague, c'est sa disparition et sa mort.